La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des conférences du Centre national de littérature pour la jeunesse, Clara Wartel dresse un panorama de la littérature de jeunesse japonaise et évoque le travail de l'éditeur Fukuin-kan Shoten. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Clara Wartel Sakamoto, je suis chercheuse associée à la BNF depuis 2019 et aussi enseignante de japonais à l'INALCO, donc à deux pas d'ici. Et je travaille donc depuis 2019 sur un éditeur japonais, Fukuin-kan Shoten, que j'aimerais vous présenter à l'occasion de cette conférence. Je tiens d'ailleurs à remercier beaucoup Virginie et l'ensemble du CNLJ de m'avoir invité dans leur cycle de conférences. Fukuin-kan Shoten, c'est un éditeur dont le CNLJ conserve un fonds important et lors de la soumission de mon projet de recherche en 2019, il y avait parmi les propositions dans les appels à chercheurs de la BNF une proposition qui était donc de travailler sur ce fonds japonais. Et moi qui sortais de ma thèse, qui cherchais un corpus neuf, eh bien j'ai trouvé là l'occasion de pouvoir travailler directement sur des ouvrages en japonais sans avoir à aller au Japon. Donc je vous propose tout de suite de jeter un œil au plan de la conférence d'aujourd'hui. Donc je vais commencer par une présentation assez rapide de mon parcours pour que vous sachiez un petit peu comment j'en suis venue à travailler en littérature de jeunesse. Je vais aussi présenter le fonds donc de Fukuin-kan Shoten qui est conservé au fonds international du CNLJ et un petit peu les collections dont est constitué ce fonds. Dans un second temps, je vais vous présenter Fukuin-kan Shoten, donc on va revenir sur l'historique de cet éditeur et sur les collections à périodicité mensuelle qui ont fait le succès de Fukuin-kan Shoten. Et dans une troisième partie, je ferai un focus cette fois-ci sur le rôle que Fukuin-kan Shoten a eu dans le développement de l'album au Japon, en faisant un petit point historique sur les périodiques pour enfants qui ont eu une influence vraiment marquante sur la collection un petit peu emblématique de cet éditeur qui est Kodomo no Tomo, sur laquelle j'ai essentiellement travaillé durant ces 2 dernières années. Donc je vais vous présenter donc quelques caractéristiques et puis je terminerai enfin par vous présenter la conception générale de l'éditeur sur la question de la lecture de l'album, en particulier de la lecture à voix haute de l'album et la typologie des albums les plus récents. Donc comme je vous le disais, je suis donc chercheuse associée depuis le 2019 et cela fait suite à une thèse de doctorat que j'ai soutenue en histoire de la musique, puisqu'à l'origine je suis historienne de la musique, je travaille plutôt en musicologie et non pas en littérature de jeunesse. J'ai soutenu donc une thèse qui s'intitule « Les chants pour enfants au Japon au début du XXe siècle, de la réception à l'affirmation d'une identité musicale ». Et dans cette thèse, je m'intéresse à en particulier analyser et détailler 3 catégories de chants pour enfants. On va avoir les chants dits traditionnels, donc les comptines, les berceuses, les jeux chantés autochtones, donc vernaculaires, assez traditionnels propres au Japon. J'ai aussi étudié les chants scolaires qui, eux, sont directement importés de l'Occident, puisque la musique a été introduite dans le système éducatif japonais à la fin du XIXe siècle. Et à partir de ce moment-là, les chants que les enfants chantaient à l'école étaient des chansons en fait européennes ou venant des États-Unis. Et d'ailleurs, en opposition à cette éducation musicale un petit peu forcée, il faut bien le dire, il y a donc une 3e catégorie de chants qui a émergé, qu'on appelle les doyo, donc je traduis ça par des chants artistiques pour enfants, qui sont un répertoire qui est né de la volonté d'un ensemble d'intellectuels. Donc on a des écrivains, des poètes, des musiciens, bien sûr, qui voulaient donc créer un répertoire propre aux Japonais, qui s'exprime sous une forme moderne, donc effectivement avec des partitions musicales occidentales, une portée à 5 lignes, des instruments de musique occidentaux, piano, etc., mais qui exprime le plus authentiquement possible, je mets des guillemets, une certaine japonité et qui reviennent un petit peu aux comptines traditionnelles japonaises. Et donc, quel est le lien avec la littérature de jeunesse ? C'est que ces chants artistiques pour enfants ont été d'abord publiés au travers des revues de littérature de jeunesse des années 1920-1930, puisqu'avant d'être un mouvement musical, c'était surtout un mouvement littéraire. Ce sont beaucoup d'écrivains et de poètes qui se sont emparés de cette question de la musique et qui ont vraiment ressenti le besoin de constituer un répertoire de chansons de qualité pour les enfants japonais. En conséquence, donc, pendant ma thèse, j'ai eu une assez bonne connaissance de l'état de la littérature de jeunesse des années 1920-1930 et après ma soutenance, j'avais vraiment ce souhait de continuer à travailler sur ce sujet-là.
mais plutôt sur une période contemporaine. Donc, l'appel à projet du CNLJ tombait vraiment à pic, puisqu'il y avait un corpus à disposition juste à côté. Et en plus, sur un éditeur, Fukuinkan, que je connaissais personnellement, alors pas par ma thèse, mais parce que je suis franco-japonaise, et quand j'étais petite, j'avais dans ma petite bibliothèque plusieurs albums de Fukuinkan Shoten que je connaissais déjà. Donc il y avait à la fois des motivations scientifiques, mais aussi personnelles, qui m'ont poussée à postuler pour ce projet de recherche. Alors, nous allons maintenant nous intéresser un petit peu au fond Fukuinkan du CNLJ. Donc, il représente environ 2000 documents. 1567 très précisément figurent déjà dans le catalogue général. Donc, vous pouvez les consulter aujourd'hui sans problème. Mais il y a environ 500 documents qui n'ont pas été catalogués encore, à partir de 2013 très exactement, où le catalogage a été interrompu en fait. Et depuis, toutes les acquisitions qui essentiellement sont dues à un envoi régulier de l'éditeur lui-même au CNLJ, eh bien, dorment littéralement dans les magasins. Donc, moi, ma mission en tant que chercheuse associée, c'est vraiment de traiter, d'étudier ces documents non traités pour valoriser ces collections-là. Et puis aussi, à l'aide de Coralie Castel, qui est présente aujourd'hui et que je remercie, on a mis au point un petit outil préparatoire au catalogage de ces documents pour que vous puissiez y accéder aussi par la suite. Concernant la répartition des collections de ce fonds, alors on peut les distinguer de deux grandes catégories d'ouvrages. On va avoir d'abord les documents qui sont des ouvrages reliés, donc vous voyez, il y a énormément de collections différentes, donc ce sont des livres en dur, qui ont surtout été acquis à partir de 1960 jusqu'en 1980 par la Joie par les livres, et donc qui ont été conservés dans les magasins du CNLJ. On a vraiment des collections très variées, mais parmi les ouvrages qui sont présents ici, on a beaucoup de romans et d'albums qui sont devenus des classiques de la littérature de jeunesse au Japon, notamment parce qu'ils ont remporté des prix ou été sélectionnés par les bibliothèques scolaires ou les associations des bibliothèques japonaises. Comme vous pouvez le constater ici, plusieurs de ces collections sont mentionnées chefs-d'œuvre, alors albums, contes, romans, etc. Ce sont en réalité des histoires, des œuvres qui ont été d'abord publiés sous forme d'albums à périodicité mensuelle, donc en livres brochés, qui ont rencontré beaucoup de succès et après qui ont été réédités en livres cartonnés. Donc ça représente environ 30 à 40% du fonds, et donc tout le reste, vous voyez, est réparti à peu près à parts égales entre 4 collections à périodicité mensuelle, que je détaillerai plus tard, qui, elles, ont surtout été acquises à partir de 1990 par des envois, donc comme je vous le disais, de Fukuinkan régulièrement. Alors malheureusement jusqu'en 2020, où les envois se sont arrêtés à cause de la pandémie. Il va falloir que je relance aussi cela auprès de l'éditeur. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler de ces 4 collections-là, puisque ce sont les plus récentes, ce sont les ouvrages qui n'ont pas été catalogués, et ce sont donc ceux sur lesquels j'ai eu à travailler depuis 2019. Pour commencer, donc, je voudrais vous présenter quand même Fukuinkan Shoten, donc un éditeur historique. Alors, on va commencer à titre illustratif pour voir un petit peu la place de cet éditeur dans le milieu éditorial japonais. Donc quand on veut voir un petit peu son importance, sur Internet, il est très facile de trouver un tas de classements pour voir un petit peu la place des éditeurs en littérature jeunesse. Donc là, je vous ai pris par exemple... Oui. J'ai une personne là. Pardon. Oui, donc on a différents types de classements qui nous montrent un petit peu l'état des ventes des albums japonais, surtout les albums ici. Par exemple, le classement Moe, alors c'est un classement qui est national, auprès de 30 000 librairies, des meilleures recommandations que ces libraires ont faites. Un classement qui est organisé par un mensuel qui s'appelle Gekkan Moe. C'est un périodique d'albums des éditions Hakusensha que vous connaissez peut-être parce qu'il diffuse beaucoup de mangas. Et donc, on voit dans ce classement qu'il y a 2 titres en 3e et 4e position de Fukuinkan Shoten. Il s'agit de Machidorobo de Junaida et Kaibutsuen du même auteur. C'est un auteur qui est vraiment en vogue en ce moment. Alors, c'est pas le seul classement, il y en a beaucoup d'autres. Je penserai à celui de la vente en ligne d'albums Ehon Nabi, qui fait un classement similaire en 2021. On a aussi des classements de ce même type qui sont faits par le journal Asahi. Et que ce soit en 2021 ou dans les années avant, je ne vais pas vous montrer tous les classements, mais en général, on a entre 1 et 3 titres dans le top 10 qui ont été publiés par Fukuinkan Shoten.
Donc c'est un éditeur qui est toujours actif aujourd'hui. Mais si on regarde sur le plus long terme, là les top 10, donc les best-sellers, ceux qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires, et bien dans ce top 10, il y a 6 titres qui appartiennent donc à Fukuinkan Shoten. Donc vous reconnaissez certainement la série de Guri et Gura, qui a été traduite en France, au Kinakabu également. Donc ce sont vraiment des classiques qui se transmettent de génération en génération. Pourquoi? Parce que quand on regarde leur date de publication, à l'exception du dernier, King Yuga Niigata, qui a été publié en 82, ils ont tous été publiés dans les années 60. Donc on se doute déjà que dans ces années-là, Fukuinkan a eu un rôle vraiment très important, en tout cas pour l'album, puisque ce sont vraiment des classiques pour les enfants, même aujourd'hui. Voyons voir un petit peu la chronologie de l'éditeur. Alors, à l'origine, Fukuinkan Shoten, ça a été fondé en 1916 par un missionnaire canadien dans la ville de Kanazawa, du département d'Ishikawa, donc plutôt au nord de Tokyo. C'était une librairie qui était spécialisée dans la vente d'ouvrages religieux, d'ouvrages chrétiens, puisqu'elle avait été fondée par un missionnaire. D'ailleurs, si on s'intéresse un petit peu au nom de l'éditeur, Fukuinkan, Fukuin signifie évangile. Donc à l'origine vraiment exclusivement voué à la vente d'ouvrages religieux. Kan, c'est un suffixe qui s'ajoute pour tout ce qui est les bâtiments, et Shoten signifie librairie. Donc il n'y avait pas d'activité d'édition au début de la fondation de Fukuinkan Shoten. C'est un peu plus tard, en 1952, que cette librairie va en fait développer des activités, enfin un petit peu avant, pardon, à la fin de la guerre, elle développe des activités d'édition, en particulier ce qu'on appelle des sashi, donc ce sont des livrets, on pourrait dire, qui sont un peu plus destinés aux enfants, pour préparer par exemple les examens d'entrée à l'école. Et donc ces activités d'édition vont se développer de plus en plus jusqu'à ce que le département d'édition prenne son indépendance et déménage à Tokyo. En février 1952, donc c'est un peu un hasard, mais ce mois-ci, Fukuinkan fête ses 70 ans d'existence. Alors à cette occasion, l'éditeur organise un certain nombre d'opérations spéciales, comme un relais entre les différents membres du comité de rédaction des collections sur leur vision autour du livre et de la littérature de jeunesse, mais aussi des rééditions justement des anciens numéros des vieilles collections de l'éditeur. Et puis, il y a aussi plusieurs événements autour de la thématique les albums et élever les enfants. Donc vraiment une attention particulière portée sur les albums de la collection. Donc 1952, Fukuinkan devient donc un éditeur de littérature de jeunesse exclusivement. Il fonde en 1953 un mensuel, Haha no Tomo, l'ami des mères, qui est une revue en fait qui s'adresse plutôt aux adultes, dans laquelle sont publiées des histoires à raconter aux enfants. C'est une revue qui va rencontrer du succès et qui va donc entraîner une demande assez forte de la part de son lectorat d'avoir des histoires inédites à raconter donc aux jeunes enfants, et en particulier des histoires courtes et illustrées. Et cela va donc inciter Fukuinkan Shoten et son premier directeur, qui est Matsui Tadashi, à créer une revue jumelle à Haha no Tomo, qui est Kodomo no Tomo, donc l'ami, le compagnon des enfants. Une revue, pas une revue, ce sont des albums à publication mensuelle qui proposent des histoires, alors beaucoup sont des histoires inédites, mais aussi des traductions d'albums de l'étranger, ce qui était une chose rare dans les années 1950. Autant la littérature de jeunesse, les romans avaient été abondamment traduits déjà au tournant du siècle, les albums n'étaient pas encore vraiment en circulation au Japon à ce moment-là. De manière générale, néanmoins, Fukuinkan a grandement contribué à la diffusion de la littérature étrangère au Japon. Elle a notamment traduit, alors pas uniquement des romans ou des albums, mais aussi des ouvrages de pédagogie, des essais sur la littérature de jeunesse. Donc il y a vraiment un ensemble de chercheurs aussi en littérature de jeunesse qui se sont attachés à cet éditeur. Elle a participé, elle a contribué au succès à l'échelle nationale de personnages comme Miffy, Paddington, ou encore Peter Rabbit de Béatrix Potter, Béatrix Potter, c'est ça. Excusez-moi, je m'embrouille. Depuis, il y a eu aussi un ensemble, ce sont vraiment des personnages incontournables, pas uniquement destinés aux enfants, ils sont déclinés dans un tas de goodies que l'on trouve un petit peu dans toutes les boutiques des centres commerciaux japonais.
J'aimerais profiter de cette conférence pour rendre hommage, donc c'est vraiment tout récent, à Kyoko Matsuoka, qui est la traductrice de Paddington, qui est décédée malheureusement en janvier dernier. Elle a aussi traduit, alors moi je ne connais pas, mais c'est la série Henry Huggins de Beverly Cleary, c'est l'autrice de Ramona. Qui a eu un énorme succès au Japon. Et en plus donc de ses activités de traduction, elle a vraiment été une chercheuse en littérature de jeunesse très très importante. Elle a cofondé la Tokyo Children's Library, donc la bibliothèque des enfants de Tokyo, qui a été fondée en 1974. Donc c'est une personne importante du milieu de la littérature de jeunesse qui nous a quittés il y a donc un mois. Avec toutes ces traductions donc, qui viennent alimenter la collection Kodomo no Tomo, petit à petit, il y a aussi une volonté de l'éditeur de s'ouvrir à l'étranger et de faire traduire ses propres ouvrages, albums et contes à l'étranger. Et à partir de 1963, il va y avoir une sorte de rayonnement international important de l'éditeur, qui va être très présent sur le marché international, et grâce notamment à Matsui Tadashi. Et d'ailleurs, beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs vont être récompensés par des prix internationaux prestigieux. Donc bon, là, il y a 3 séries très connues à l'étranger. La série Guri et Gula que vous connaissez bien. La série des Majo no Takkyubin qui est traduite par Kiki la petite sorcière, dont les studios Ghibli ont également fait un film d'animation. Et puis donc une autre série qui est un petit peu moins connue en France, la série des Dalomachins, très certainement pour des raisons un peu culturelles, mais qui est aussi un incontournable au Japon, voilà, qui se sont exportés dès les années 60. On a un éditeur qui a vraiment été très très actif, peut-être un peu plus que d'autres à cette même période. De 1956, donc la création du premier mensuel pour les enfants, à 1969, donc il y a d'autres collections qui sont nées. J'y reviendrai un peu plus tard. En 1972, Fukuinkan Shoten crée son logo, que vous avez sûrement peut-être déjà croisé, qui est très reconnaissable. Alors c'est pratique dans les rayons du magasin du CNLJ quand on cherche les ouvrages de Fukuinkan qui sont un petit peu éparpillés et qu'on ne lit pas nécessairement le japonais. C'est un logo qui représente donc une petite main dans une grande et qui symbolise le lien entre l'adulte, le parent, et l'enfant. C'est une valeur qui est très importante pour l'éditeur. On le verra dans la dernière partie de cette conférence. Il insiste vraiment sur le partage de l'activité de lecture. Donc il se présente un petit peu en contradiction parfois avec d'autres éditeurs qui poussent plutôt pour la lecture individuelle et en autonomie, avec ce côté très scolaire et important surtout au Japon de la lecture, parce que la lecture est quand même compliquée en raison des particularités de la langue japonaise. Et Fukuinkan Shoten, au contraire, préconise de ne pas faire lire l'album, mais de le lire aux enfants. D'où ce logo. Et donc là, en jaune, je vous ai mis en évidence toutes les collections, donc à périodicité mensuelle de Fukuinkan Shoten. Donc on en a une qui est destinée aux adultes, Haha no Tomo, mais toutes les autres s'adressent aux enfants. Et donc parmi ces 8 collections, il y en a donc 4 qui sont conservées presque intégralement au CNLJ. Je voudrais vous les présenter maintenant. Ces collections se répartissent en 2 types. Nous avons des albums narratifs et des albums documentaires, donc plutôt à portée scientifique. En fait, les albums narratifs sont tous des déclinaisons de Kodomo no Tomo, la collection historique, qui s'adresse à des enfants âgés de 5 à 6 ans, et donc les autres collections d'albums narratifs s'adressent à des enfants de plus en plus jeunes. Et vous avez à côté 3 collections qui sont plutôt à portée scientifique, donc la Chisana Kagaku no Tomo et Takusan no Fushigi. Takusan no Fushigi étant celle qui s'adresse aux enfants les plus âgés. C'est pour des enfants à partir de la 3e année du primaire, donc ça fait CP1, CE2, donc à peu près 7-8 ans. Et c'est tout. Après, on a une collection qui s'adresse aux adultes. Nos 4 collections ici sont celles-ci, donc on en a 2 qui sont des albums narratifs et 2 des albums plutôt documentaires. La première que je souhaiterais vous présenter, c'est Kodomo no Tomo. Donc Kodomo no Tomo, qu'on peut traduire par l'ami des enfants, a été donc créé en 1956 pour un lectorat âgé de 5 à 6 ans. Donc c'est un moment clé pour les enfants, puisque c'est le moment où ils passent à l'école primaire. Donc il y a aussi cet enjeu de la lecture qui est sous-jacent.
Il se vend à un prix de 440 yens par mois, donc ça fait à peu près 4 €, ou alors par abonnement à 5280 yens par an. C'est un album donc souple qui se présente sous cette forme-ci. À raison de 12 numéros par mois, 12 numéros par an, pardon, donc un par mois, décidément, et qui, j'y reviendrai plus tard, présente des formats variés. Il y a une très grande flexibilité, une grande adaptabilité par rapport aux histoires, aux auteurs et aux illustrateurs de cette collection. C'est aussi, donc, comme je vous le disais, la collection historique, là où sont nés les best-sellers de la collection Fukuinkan, qui ont ensuite été publiés en dur. Vous avez beaucoup d'histoires inédites, quelques traductions aussi, et aussi des réadaptations de contes traditionnels folkloriques pour enfants qui sont très présents de manière générale dans la production de littérature de jeunesse pour enfants, mais très souvent revus du point de vue de l'illustrateur avec une petite touche artistique qui fait la différence. Je reviendrai plus en détail sur cette collection, donc je vais passer aux suivantes pour le moment. La seconde, Kagaku no Tomo, qui est donc la première collection scientifique, un petit peu pour les enfants. Donc elle s'adresse aussi aux 5-6 ans. C'est une collection qui... d'un point de vue, alors là, vraiment purement linguistique, introduit petit à petit des mots de vocabulaire un peu plus sophistiqués, on va dire. Il y a vraiment là pour le coup une portée un peu éducative, mais tout en restant dans des thématiques qui sont proches de la vie quotidienne de l'enfant. Donc forcément, il y a beaucoup d'insectes, de la nature, l'environnement, les objets du quotidien, comme les vis par exemple, mais à chaque fois, ce sont des albums qui sont illustrés et non pas avec des photos comme on peut avoir dans certains ouvrages documentaires. La troisième collection, c'est une déclinaison de Kodomo no Tomo. Kodomo no Tomo Nenshoban, qui s'adresse donc à des enfants un peu plus jeunes. Donc là, vous pouvez constater par rapport à la collection Kodomo no Tomo, il y a beaucoup moins de textes et ce sont là encore beaucoup de thématiques qui tournent autour de la vie quotidienne des enfants. Donc on va avoir très peu, quelques traductions, mais quand même beaucoup moins que dans Kodomo no Tomo. Et ça va être beaucoup de thématiques qui sont ancrées, d'histoires qui se situent au Japon, avec très peu de présentation des cultures étrangères par exemple, ce qui ne va pas être le cas de la dernière collection qui est conservée au CNLJ, Takusan no Fushigi, qui s'adresse cette fois-ci à des enfants un peu plus âgés. D'ailleurs, cela, alors vous pouvez peut-être pas le voir ici, sauf si vous comprenez le japonais, mais on a non plus... Alors, très brièvement, le japonais, la langue japonaise est composée de 3 alphabets. On a 2 alphabets syllabaires et puis des caractères chinois, les sinogrammes, qui sont au nombre de 2000, et c'est un petit peu la bête noire de tous les écoliers qui doivent apprendre par cœur ces caractères-là. Et dans toutes les autres collections, il n'y a absolument pas de sinogrammes. Donc ils sont vraiment, les enfants peuvent les lire sans aucun souci, alors que dans celui-ci, il y a une introduction progressive des sinogrammes. Il y a aussi une ouverture de plus en plus importante vers la présentation de cultures étrangères, mais aussi de phénomènes scientifiques, parfois de façon assez poussée, puisqu'il y a par exemple des prix Nobel de physique qui ont été les auteurs de certains numéros de cette collection. Donc je n'y reviendrai pas plus longuement dans cette conférence parce que ça serait un petit peu hors sujet, on dépasserait le temps, mais il y a aussi un intérêt important de la part de Fukuinkan Shoten pour tout ce qui est le savoir, les connaissances scientifiques dans le cadre de ces collections. Et j'ai été moi très surprise à la lecture de plusieurs numéros de cette collection d'apprendre des choses, il y a des informations en fait assez poussées qui pourraient tout à fait compléter les enseignements à l'école. Voilà, nous avons donc fait le tour un petit peu des collections, des 4 collections qui se trouvent au CNLJ. Mais aujourd'hui, je voudrais vous présenter plus spécifiquement la collection Kodomo no Tomo, qui est donc une collection d'albums, parce que c'est quand même celle qui a fait le succès de Fukuinkan Shoten. Et par ailleurs, Fukuinkan Shoten, comme je vous le disais, a joué un rôle très important dans la reconnaissance de ce format, de l'album. Nous allons faire un petit retour historique, d'abord sur les périodiques pour enfants, puisque cela me permettra de mieux comprendre aussi comment la collection Kodomo no Tomo est née.
Alors, il faut savoir qu'au Japon, les revues, les magazines destinés aux enfants ont commencé à être produits en quantité et à moindre coût assez rapidement dès la fin du 19e siècle. Mais il s'agissait surtout à ce moment-là de revues qui venaient accompagner justement les manuels scolaires, qui servaient un petit peu de complément, et qui était essentiellement composé soit d'histoire, soit de sortes d'apologues un peu édifiants pour compléter le cours de morale que les enfants avaient à l'école. Au tournant du siècle, il va y avoir l'évolution des techniques d'impression, donc l'introduction petit à petit des images colorées dans les revues, et il va y avoir une diversification de ces revues-là qui vont petit à petit se multiplier et qu'on va appeler les ezashi ou yonen ezashi. Donc la revue un petit peu pionnière dans ce domaine, c'est Otogi Etogi Kodomo, mais il y en a un autre, Yonen Garo ou Kodomo, où l'on va avoir de plus en plus de pages illustrées, mais à cette époque-là, les illustrations ne sont pas signées, elles restent anonymes. L'auteur des textes ou des poésies qui sont publiées dans ces revues va être bien indiqué, mais pas les illustrations. C'est une dizaine, voire une vingtaine d'années plus tard qu'il va vraiment y avoir une reconnaissance de la qualité artistique de l'illustration pour enfants, au travers des magazines plus littéraires pour enfants, littéraires et artistiques, donc on pourrait appeler ça les bunge ezashi. Les deux qui sont présentés ici, c'est l'Oiseau Rouge et le Bateau d'Or, qui va devenir l'Étoile d'Or un peu plus tard. Ce sont les revues sur lesquelles j'ai travaillé pendant ma thèse, puisque c'est au travers de ces revues-là que donc, les champs sur lesquels que j'avais étudié ont été publiés. Et donc la caractéristique de ces revues-là, c'est qu'il va y avoir vraiment un attachement beaucoup plus important à la qualité littéraire et artistique des œuvres qui vont être présentées dans les pages de ces revues-là. Alors qu'avant, c'était vraiment des auxiliaires finalement aux apprentissages de l'école. Par ailleurs, comme je vous le disais, pour la première fois, il va y avoir une reconnaissance aussi des illustrateurs. D'illustration donc de littérature pour la jeunesse, avec l'apparition d'un mouvement artistique, le mouvement Douga, donc les illustrations artistiques pour enfants, dont on va avoir des illustrateurs que vous connaissez très certainement, comme Takei Takeo ou Okamoto Kiichi, qui vont un peu donner ces lettres de noblesse donc, à l'illustration pour enfants. Et donc ça, c'est vraiment important à comprendre, puisque dans les années 1920-1930, donc, Matsui Tadashi, le premier directeur de Fukuinkan Shoten, était enfant, et donc il a été très influencé aussi par ces revues de littérature. D'ailleurs, Kodomo no Tomo, notre collection, celle de Fukuinkan Shoten, celle que je vais vous présenter aujourd'hui, tient son nom d'une autre collection qui s'appelait également Kodomo no Tomo, mais qui a été créée en 1914 chez Fujin no Tomosha, je crois, c'est ça. C'était une revue alors qui avait plus pour but d'édifier les parents et les enfants dans un format un peu pratique, hein, donc c'était pas nécessairement une revue artistique. Mais qui a quand même rencontré un certain succès, mais dont la publication a été forcée d'être arrêtée en 1943 à cause des pénuries de papier dues à la guerre. Et dans les années 50, lorsque Fukuinkan Shoten a voulu donc lancer sa revue jumelle à Haha no Tomo, l'ami des mères, eh bien ils ont obtenu les droits d'usage du nom Kodomo no Tomo auprès de Fujin no Tomosha, et donc ils ont baptisé leur propre revue ainsi. Mais si l'on veut parler d'influence directe, au-delà juste du nom, il y a deux revues de l'époque qui sont vraiment importantes. C'est Kinderbook et Kodomo no Kuni. Donc je vous ai mis des exemples ici. Alors on va commencer par Kinderbook, qui a en quelque sorte marqué un tournant dans l'histoire des magazines pour enfants japonais, pour une raison très précise, qui est que dans ces années-là, dans le curriculum scolaire du système éducatif japonais, on a introduit une nouvelle matière qui s'appelait observation visuelle. Et donc il y a eu un intérêt important même à l'école pour ce qui est de l'observation des œuvres d'art, alors les œuvres d'art étrangères mais aussi japonaises, avec un regain d'intérêt par exemple pour les emaki, les estampes japonaises. Donc la qualité graphique, artistique de Kinderbook est vraiment exceptionnelle pour l'époque, avec de très belles reproductions. Et donc on retrouve un petit peu cet intérêt-là pour des œuvres de qualité artistique dans Kodomo no Tomo, celle de Fukuinkan. Par ailleurs, Kinderbook est aussi révolutionnaire par son méthode de vente, puisque c'est le premier qui livrait directement ses livres par un système de vente par le biais des écoles maternelles. Donc les livres étaient directement distribués
au ménage par les écoles maternelles, ce qui était assez révolutionnaire et ce qui a fortement contribué à développer aussi la littérature de jeunesse au Japon. Malheureusement, la publication de Kinderbook a aussi été interrompue pendant la guerre, en 1944, et n'a pas été reprise après. Kodomo no Kuni, maintenant, la deuxième revue qui a orienté de manière décisive les choix éditoriaux de Matsui Tadashi, c'est une revue d'images qui avait elle aussi une forte orientation artistique, mais syncrétique, dirais-je, entre des œuvres occidentales et des œuvres plus japonaises. Donc il y avait vraiment un croisement assez caractéristique de l'époque, de ces années 1920-1930, avec à la fois un regain d'intérêt pour le ukiyo-e, par exemple, de la période d'Edo, mais aussi une présentation de la vie citadine, urbaine, moderne, occidentale que les enfants japonais commençaient à s'approprier de plus en plus. À cette époque-là, c'est anecdotique, mais les enfants japonais avaient en ville beaucoup plus accès aux jouets japonais. Je travaillais par exemple sur les cordes à sauter qui ont été introduites au Japon à cette période-là et qui ont entraîné aussi énormément de changements dans le rapport au jeu, le rapport au rythme des enfants japonais. Et donc tout cela, on le retrouve vraiment dans cette collection-là. Donc Kodomo Tomo se veut être une collection moderne également. C'est dans cette revue Kodomo no Kuni que il y a beaucoup d'artistes renommés comme Takei Takeo, Okamoto Kiichi que je vous ai présenté tout à l'heure, qui ont donc publié leurs illustrations du courant Doga, donc l'illustration artistique pour les enfants. Donc ça, c'est les années 1920-1930. Alors, il y a beaucoup d'autres revues dont on pourrait parler, mais ces deux-là sont vraiment importantes, en tout cas d'après les dires de Matsui Tadashi, pour sa collection chez Fukuokan Shoten. Dans les années 1940, la situation change radicalement puisque les livres et les revues pour enfants vont rapidement commencer à refléter les politiques militaristes et ultranationalistes qui sont prônées par les autorités, surtout à partir de 1937, qui marque le début de la Seconde Guerre sino-japonaise. Et puis la guerre du Pacifique, elle, va vraiment entraîner l'arrêt de toutes les revues. Donc Kinderbook, Kodomo no Tomo, Kodomo no Kuni, toutes celles-ci vont s'arrêter. Les rares revues pour enfants qui vont rester sont des magazines de propagande, en réalité, qui sont vraiment alignés sur la politique du pays. Donc, il va falloir attendre 1945, la défaite du Japon, avec le rétablissement des libertés d'expression de la presse, mais aussi la reconstruction du système éducatif selon des pratiques plus démocratiques, pour que certaines revues d'avant-guerre se remettent à publier des numéros ou que d'autres revues apparaissent. Donc après-guerre, on a malgré tout un regain d'activité du secteur, avec en particulier une diversification un peu plus importante, ou plutôt une spécialisation, on va dire, de ces revues. Donc on va avoir des revues qui sont vraiment des magazines plutôt éducatifs, des magazines plus généralistes, et puis aussi la presse de bande dessinée japonaise, de manga, qui va commencer à se développer. Mais il faut savoir que dans le même temps, donc en même temps que une abondante production de périodiques japonais, on voit apparaître pour la première fois des albums. Il faut savoir qu'on est dans un contexte d'occupation américaine, et donc il y a une introduction assez massive de toute la culture américaine, en particulier par exemple des albums Disney qui vont être publiés dans la série des albums du monde Sekai no Ehon chez Shinchosha. Je vous ai mis Bambi, mais c'est pas le seul. Il y a 35 livres de cette collection-là qui vont rencontrer vraiment un grand succès. Et surfant un petit peu sur cette vague, les éditions Iwanami vont aussi publier leur collection d'albums qui s'appelle Iwanami no Kodomo no Hon. Donc c'est les 3 exemples qui sont sur la droite, où vous allez avoir à la fois des traductions, mais aussi des œuvres japonaises, d'auteurs japonais, et ces livres-là vont aussi rencontrer un énorme succès. Par exemple, Chibikuro Sambo, donc Sambo le petit noir, alors qui n'a pas fait l'objet d'autant de polémiques au Japon qu'en Occident, mais bon, passons, a été vendu à plus d'1 200 000 exemplaires à l'époque, ce qui est vraiment considérable, et ça constitue un pilier vraiment, en tout cas des albums pour l'époque. Mais c'était les 2 seuls types d'albums que l'on pouvait trouver. Et 1953, c'est la date de création de Haha no Tomo. Donc déjà à cette époque-là, Fukuokan Shoten sentait le potentiel qu'il pouvait y avoir dans les albums qui étaient malgré tout limités à ces deux collections-là.
Alors, néanmoins, le succès du lancement de Kodomo no Tomo n'était pas un pari gagné d'avance. Il y avait énormément de concurrence, hein, comme je vous le disais, les périodiques pour enfants étaient vraiment très très abondants et c'était bien une publication mensuelle que Fukuinkan voulait créer. Donc il fallait pour Fukuinkan qu'il adopte une stratégie qui lui permette à sa collection de se démarquer dans le paysage éditorial japonais. Et donc c'est là maintenant que nous allons voir quelques caractéristiques importantes chez Kodomo no Tomo qui lui ont permis d'avoir le succès qu'il a aujourd'hui. La première chose, c'est que donc Matsui Tadashi, qui est le premier directeur de la collection, comme je vous le disais tout à l'heure, a construit la ligne éditoriale de sa collection selon son expérience personnelle. Donc lui avait lu les revues de littérature et d'art des années 1920-1930 et son souhait c'était vraiment de développer le sens esthétique des enfants. Donc il y a vraiment un intérêt très fort pour la qualité artistique des albums. Et puis surtout, il critiquait l'impact très négatif que pouvaient avoir certaines éditions abrégées ou simplifiées des contes célèbres, alors que ce soit des contes japonais ou étrangers, qui constituaient le courant dominant en littérature de jeunesse à l'époque. La production était, d'après lui, peu diversifiée et manquait cruellement d'innovation. Et pour lui, les albums avaient une lourde responsabilité dans l'acquisition chez les enfants des goûts, des aptitudes et des habitudes de lecture. Donc ce n'est pas des albums qui sont là pour apprendre à lire, mais pour nourrir, stimuler les enfants. Donc, dans un premier temps, comme je vous le disais, l'aspect artistique était très important pour Matsui, donc je vais vous présenter quelques exemples qui illustrent bien son propos. Cette question de offrir aux enfants des œuvres de qualité artistique, on la retrouve déjà dans les discours des écrivains, des poètes des années 1920-1930, donc ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que pour le tout premier numéro de la collection, Matsui Tadashi ait fait appel à Yoda Junichi, qui a donc écrit Bip et les papillons, le premier numéro de la collection. Yoda Junichi a été rédacteur en chef un temps de la revue L'Oiseau Rouge, que je vous ai présenté tout à l'heure. Il a aussi composé les paroles de beaucoup de chants et travaillé auprès de poètes très fameux comme Kitahara Hakushu par exemple. Et il a écrit donc la première histoire pour Kodomo no Tomo, Bip et les papillons, qui a été illustrée par Hori Fumiko, qui pour la première fois, c'est aussi nouveau dans l'histoire des albums au Japon, n'est pas une illustratrice spécialisée d'illustration pour enfants, mais une artiste de Nihonga. Donc, Nihonga, c'est la peinture traditionnelle japonaise. Par ailleurs, si on s'intéresse à l'histoire, elle est aussi assez originale. Alors, elle renouvelle la thématique de la paix, c'est une thématique qui était très présente dans tous les romans et les albums de l'époque au Japon, bien entendu, mais sous un regard un petit peu original, puisque Bip fait écho, bien entendu, au mime français Marcel Marceau, et à sa séquence très célèbre Bip, chasseur de papillons. Marcel Marceau qui avait donné un spectacle en 1956 au Japon, et Yoda avait été très inspiré par ce spectacle et s'en était donc inspiré pour écrire cette histoire. C'était la première fois aussi que dans un mensuel, on confie l'intégralité des illustrations à un seul artiste. Jusque-là, il y avait plein de petites histoires, parfois publiées en feuilleton, avec des illustrateurs différents et assez souvent qui n'étaient pas signés. Pourquoi ? Parce que l'illustration pour enfants n'était pas encore considérée vraiment comme une discipline très artistique. D'ailleurs, les illustrations que l'on retrouve dans la plupart des mensuels, des périodiques de l'époque, sont assez stéréotypées. Elles sont volontairement dessinées de manière très mignonne, un peu comme dans certains mangas, avec des yeux très grands et des visages un peu de poupons. Donc là, il y avait vraiment une volonté de s'éloigner un peu de ces stéréotypes-là. D'où le souci de Matsui Tadashi de faire appel à des artistes qui n'avaient pas de lien nécessairement avec la littérature de jeunesse. C'est le cas pour d'autres types de textes. Ici, La peau du ventre, qui est paru en 1958, où les illustrations ont été confiées à Murayama Tomoyoshi, qui était dramaturge et producteur de pièces de théâtre. Mais qui a donc illustré ce texte, qui est en réalité une traduction du perroquet et du chat trop gourmand,
et qui avait été publié dans l'Oiseau Rouge, mais sans mention du fait que c'était une traduction. Donc Matsui Tadashi a confié la traduction cette fois-ci à Seta Teiji, et cette histoire a donc été republiée au sein de Kodomo no Tomo. Comme je vous le disais, donc les illustrations étaient très souvent confiées à des artistes qui n'avaient jamais dessiné pour des enfants. C'était vraiment quelque chose sur lequel Matsui Tadashi insiste énormément. Il a beaucoup prospecté les expositions pour aller dénicher des jeunes ou moins jeunes artistes et leur proposer d'illustrer les albums de la collection Kodomo no Tomo. Pour lui, il cherchait à ce que sa collection est une reconnaissance artistique plutôt que commerciale, et il voulait vraiment qu'il y ait une grande diversité. Les numéros ne se ressemblent pas du tout, ne se ressemblent pas du tout l'un à... Attendez, j'arrive pas à m'exprimer. Ne se ressemblent pas l'un à l'autre. Et il dit, par exemple, ici, je ne voulais pas montrer à nos enfants des albums aux illustrations simplement mignonnes, qui n'émeuvent ne serait-ce qu'un peu du point de vue artistique. C'est au travers d'expériences artistiques vécues pendant la petite enfance, période qui offre sans cesse des émerveillements nouveaux, que se développe, au contact de belles illustrations, une grande sensibilité et un œil perspicace. C'est justement parce que ce sont des illustrations que l'on montre aux jeunes enfants qu'il faut qu'elles soient de la meilleure qualité artistique possible. Et cela se retrouve dans les divers numéros de Kodomo no Tomo. On a donc des artistes de Nihonga, mais on a aussi par exemple des artistes de Hanga, donc de gravure, d'estampes. On va avoir de la sculpture, de l'affiche publicitaire, du dessin industriel, du manga, c'est vraiment très très varié. Aucune forme d'expression finalement n'est écartée du moment qu'on peut y receler un caractère narratif fondamental qui lui permet de s'adapter au format donc de l'album. Mais parmi donc tous ces modes d'expression, il y a quand même un auquel Matsui Tadashi est très cher, c'est celui des emaki, donc les rouleaux enluminés, les rouleaux illustrés. Il dit, donc là c'est un extrait de l'interview qu'il a donné pour le numéro 218 de la revue des livres pour enfants. Il dit « Depuis l'âge de 14 ans, j'aime les emaki, ces rouleaux de papier qui racontent une histoire à l'aide d'une suite d'images en combinant le temps et l'espace. En tant qu'éditeur, j'ai introduit dans l'album cette manière de raconter. Au Japon, lorsque j'ai commencé, il existait peu d'albums, aucun n'était aussi joyeux qu'en Occident, comme Babar par exemple. Ce qui était publié était didactique, et le rôle attribué à l'image était illustratif. Je voulais introduire cette culture où c'est l'image qui raconte. Les réalisateurs de dessins animés d'aujourd'hui comme Miyazaki et Takahata sont eux aussi influencés par cet art traditionnel. En feuilletant les différents numéros de Kodomo no Tomo, c'est vrai que cette influence se retrouve chez beaucoup d'auteurs avec qui Matsui Tadashi, d'illustrateurs, avec qui Matsui Tadashi a collaboré. Donc, pour rappel, mais je pense que vous le savez, les rouleaux illustrés, ce sont donc des rouleaux avec des illustrations qui présentent une scène, généralement vue de haut, avec à la fois une vue sur l'intérieur et l'extérieur, et vraiment ce passage symbolique entre le jardin et l'intérieur des maisons, qui est matérialisé par le engawa, qui fait le tour des maisons. Et donc on a vraiment une vue de haut avec une attention très très portée sur tous les détails, les petits détails. Et c'est vrai que c'est une des caractéristiques que l'on retrouve dans beaucoup d'albums de chez Fukuinkan Shoten. Alors le plus célèbre, c'est Tengu no, le plus caractéristique de cette influence, c'est la toupie du Tengu qui est paru en 1958, où on va parfois avoir des pages où il n'y a pas de texte, où on va juste permettre à l'enfant d'observer la scène qui s'y déroule et qui accompagne finalement, elle n'a pas besoin d'être soulignée par le texte. L'image toute seule raconte quelque chose et donc laisse la liberté à l'adulte qui accompagne l'enfant d'inventer tout ce qui pouvait se passer. On a vraiment une profondeur avec un usage vraiment optimal de la double page. L'influence des emaki va se retrouver chez d'autres illustrateurs, d'autres artistes avec qui Matsui Tadashi a travaillé. Je pense notamment à Akaba Soekichi et Seta Yasuo. Donc en intégrant volontairement l'univers des emaki dans les modes d'expression des albums, chaque page devait offrir une nouvelle scène qui fasse ressentir vraiment les mouvements et l'enchaînement de la narration. Cela ne se limite pas, donc la Tengu no Koma, c'est une histoire assez traditionnelle, on va dire, qui va reprendre des éléments du folklore japonais, mais c'est une influence qui ne va pas se retrouver uniquement pour des thématiques de ce genre-là. On peut avoir aussi des histoires beaucoup plus modernes.
qui vont permettre donc à l'expression, au mode expressif du emaki de s'émanciper un petit peu de la tradition de ce qu'on appelle les mukashi banashi, donc les vieux contes, les vieilles histoires comme Momotaro, Kintaro, etc. Où l'image elle est très tributaire du texte finalement. Au mieux, c'est une lecture interprétative de l'artiste, mais elle n'existe pas par elle-même. Et dans cette collection-là, comme je vous le disais, parfois en omettant le texte, on n'avait que l'illustration, donc vraiment comme si on pouvait observer un véritable emaki. Donc voilà, l'importance de la dimension artistique de ces ouvrages, faire appel à des artistes qui n'étaient pas nécessairement spécialisés dans l'illustration pour enfants était un premier point très important et a fait le succès de cette collection auprès des enfants, mais aussi auprès des adultes. Et c'est ça qui est important, c'est que comme on a pu le constater dans le classement des best-sellers, ce sont des livres qui se vendent et qui se revendent. Le lectorat est extrêmement fidèle, c'est quelque chose auquel Fukuinkan est attaché, et qui donc les albums de cette collection doivent aussi intéresser les adultes. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Il y a un autre point important auquel je n'avais pas pensé en fait en commençant à travailler sur cet éditeur, mais qui est significatif en fait dans l'histoire de l'album au Japon. C'est la question de l'orientation du texte et du format de l'album. Au Japon, en japonais, le sens de lecture normal se fait de droite à gauche et de haut en bas. C'est le cas dans les mangas, par exemple, quand ils sont traduits, on ouvre toujours de droite à gauche. Et donc naturellement, quand la collection Kodomo no Futomo a été créée en 1956, le sens d'ouverture était de droite à gauche et le sens de lecture de haut en bas. Donc, j'ai pas le premier numéro, mais par exemple le plus ancien que possède le CNLJ, c'est celui-ci. Donc on a bien une ouverture de droite à gauche et un sens de lecture de haut en bas et de droite à gauche. Alors ça c'est très bien, jusque les numéros de 1961, donc le 63e numéro, ce format a été conservé, donc un format à la française. Mais il s'est posé un problème assez rapidement, puisque les années 60, rappelez-vous, c'est à partir de là où Fukuinkan a commencé à traduire abondamment des albums étrangers. Et il y avait un problème, c'est que souvent les albums, c'était des albums qui étaient écrits en langue occidentale, où le sens d'ouverture était de gauche à droite, et surtout l'écriture était horizontale. Donc, pour convenir au lectorat japonais, il fallait inverser le sens des illustrations, et puis traduire aussi, mais du coup on avait un problème de cohérence entre l'image et le texte. Et ça avait été complètement ignoré par les autres éditeurs qui traduisaient aussi, mais donc il y avait un problème de logique, et ça ne plaisait absolument pas à Matsui Tadashi, qui pour la première fois, alors c'était pas dans Kodomo no Tomo tout de suite, il a d'abord expérimenté ça dans sa collection des chefs-d'œuvre d'albums du monde, où pour la première fois il a gardé le sens de lecture original, c'est-à-dire il a inversé l'écriture du japonais, donc il l'a mis à l'horizontale. Alors c'est possible, on peut lire à l'horizontale de gauche à droite, mais par exemple dans les manuels scolaires ça ne se faisait absolument pas. On apprend aux enfants aujourd'hui encore à lire de haut en bas et de droite à gauche. Alors ça a fait un tollé lorsque donc le premier ouvrage du genre a été publié, il y a une opposition farouche de la part des adultes, mais en réalité les enfants se sont très bien adaptés. Et aujourd'hui, vous prenez n'importe quel album de n'importe quel éditeur japonais, on trouve le sens de lecture à l'horizontale et de gauche à droite. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que il y a une meilleure fluidité en fait entre l'illustration et le texte. Ça ôte aussi tout le problème de la traduction qui est quand même assez crucial. C'est d'ailleurs un problème qui s'est posé inversement en France quand on a commencé à traduire des mangas. Je ne sais pas si vous avez lu les premiers mangas qui étaient traduits. On comprend rien du tout parce que le texte va dans tous les sens. On ne sait pas à quoi correspond quelle bulle, à quelle image. Et donc dans les années 60, Matsui Tadashi avait déjà conscience de ça. Et on est passé donc d'un format comme ceci, donc format à la française et texte horizontal, à un format oblong avec un texte à l'horizontale. Alors, c'était pas le cas systématiquement, et c'est ça aussi, je pense, une grande qualité de cette collection-là, c'est qu'il y a une certaine adaptabilité. Donc même dans les ouvrages récents, alors la plupart, c'est vrai, se présentent sous le format oblong avec le texte à l'horizontale, mais de temps en temps, vous voyez, on a, c'est à la demande de l'auteur et l'illustrateur, le format classique qui est conservé, donc un format à la verticale, avec le japonais qui est bien à la verticale, à lecture de gauche à droite. Vous pourrez jeter un coup d'œil si vous voulez tout à l'heure.
Cette décision, elle a été, je pense, vraiment radicale pour Fukuoka Shoten, puisque à partir de là, il y a vraiment eu des œuvres qui ont rencontré un succès incroyable au Japon, notamment au Kinakabu, le gros navet, qui a été traduit donc en France de Uchida Risako et Sato Churyo. Donc c'est ce conte traditionnel russe qui raconte l'histoire donc d'une famille qui se serre les coudes, qui collabore pour déterrer un gros navet. Et donc là, nécessairement, il fallait une double page, il fallait le format oblong pour présenter tous les personnages les uns à côté des autres, qui en plus doivent extraire ce gros navet. Donc il y avait besoin de représenter le mouvement d'extraction du légume de la terre. Et donc ce format à l'italienne était indispensable, et le texte, lui, était du coup beaucoup moins omniprésent au sein de la double page. Une remarque également sur cet ouvrage-là, l'illustrateur Sato Churyo est sculpteur. Et donc il avait une très bonne connaissance du corps humain, de la morphologie, et donc pour la première fois on voit aussi une représentation très réaliste des humains. C'est vrai que c'est quelque chose qui était encore assez absent des albums, hein, c'est toujours quand même adapté, on va dire, aux enfants, et là il y avait vraiment une volonté aussi de plus mettre l'accent sur l'action que sur la représentation imagée des personnages. Donc voilà un exemple de l'intérêt vraiment de transformer le format de l'album de la collection Kodomo no Tomo. Un autre exemple, je voulais apporter aussi, c'est Kawa, le fleuve de Kako Satoshi, qui a également été traduit, où là on a vraiment le développement sur les deux pages des paysages vus de haut, avec le texte aussi qui se fait vraiment minime, tout petit, et qui est éparpillé au sein de la double page. C'est là encore un album qui a rencontré un grand succès, hein, il a été publié en dur, ça c'est pas la première édition je crois, mais donc vous l'avez aussi au CNLJ si vous voulez regarder. Grâce aussi à cette nouvelle orientation de l'album, on voit apparaître des albums narratifs là carrément sans texte. L'auteur qui a énormément contribué à ces albums narratifs sans texte, c'est bien entendu Anno Mitsumasa, qui nous a quittés malheureusement il y a 2 ans. Avec ses vues en vol d'oiseaux des paysages, alors du Japon ou alors des divers pays d'Europe qu'il avait visités. Donc là, on retrouve aussi un petit peu le principe des images très très détaillées avec plein de petites scènes qui sont éparpillées dans les 2 pages. Mais il a aussi fait beaucoup d'abécédaires. Alors on ne va pas dire abécédaire du coup, c'est des syllabaires, enfin, on a l'alphabet japonais qui est représenté, donc là aussi pas de texte, ou alors des shiritori. Les shiritori c'est des marabouts de ficelle, donc on reprend le syllabaire de la fin d'un mot pour inventer un nouveau mot, etc. Et puis de manière générale, hein, plein d'œuvres riches de poésie, d'esprit, avec des trompe-l'œil, avec des sortes de paradoxes visuels et géométriques, et ça plaît beaucoup aux enfants, mais aussi aux adultes. Donc la réflexion autour du format de l'album, elle a permis vraiment aux illustrateurs japonais de pouvoir s'exprimer beaucoup plus. La qualité de la mise en page, elle est renforcée, et tout ça, eh bien, ça a vraiment fait le succès, me semble-t-il, de cette collection. Décédé en 2020. Ah, je crois que j'ai loupé ça. Pour terminer, comme je vous l'avais dit dans mon introduction, je voudrais vous parler maintenant sur la conception que Fukuoka Shoten a de la question de la lecture des albums. Alors sur le site internet de l'éditeur, vous pouvez télécharger une brochure, alors elle est en japonais, hein, mais une brochure explicative des bonnes pratiques de lecture des albums, qui s'appelle Ehon no Ataekata, que je me suis procurée. C'est une brochure qui a une assez longue histoire, puisqu'elle a été publiée pour la première fois en 1962. Pourquoi ? Parce que à cette époque, et malgré la création de Kodomo no Tomo quelques années avant, il y avait donc de manière générale assez peu d'albums au Japon, et assez souvent les lecteurs se posaient la question de comment choisir un bon album et puis comment le lire aux enfants. C'est pas quelque chose d'inné en fait. Et donc Matsui Tadashi a souhaité permettre aux adultes comme aux enfants d'avoir des petits tips entre guillemets pour pouvoir mieux choisir les albums et mieux les apprécier.
Alors c'est Matsui Tadashi qui a écrit la brochure, mais il y a d'autres auteurs comme Ishii Momoko ou Seta Teiji qui ont contribué dans cette brochure à réfléchir à ce qu'est un bon album. Il y a donc la brochure a un petit peu évolué, mais pas tant que ça. On retrouve systématiquement à chaque fois 3 points sur lesquels on insiste. La première chose, c'est que, donc ça je vous l'avais déjà dit, les albums ne sont pas destinés à apprendre à lire, mais à procurer du plaisir. Ce sont des livres que les adultes doivent lire aux enfants, et l'album sert de lien, de trait d'union entre les parents et les enfants. Donc il y a aussi toute une réflexion autour de la notion de la famille au Japon. Alors ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça, mais en fait c'est assez important de plus en plus, dirais-je, au Japon, quand on observe le contexte social et sociétal, puisque c'est quand même une population qui est vieillissante, avec la conception de la famille qui s'est un petit peu délitée au fur et à mesure des années. Il n'y a plus toutes les générations qui vivent ensemble, comme en France du reste, mais de manière générale, une implication du père, notamment, qui est un petit peu moins importante que peut-être dans d'autres pays. Et donc par la lecture à voix haute, Fukuinkan Shoten veut essayer de rétablir un petit peu ce lien entre les parents et les enfants. Alors, néanmoins, en lisant cette brochure, il y a plusieurs choses qui m'ont un peu interpellée. Donc effectivement, l'album doit être lu aux enfants, il ne doit pas être lu en autonomie, mais il y a quand même une vision assez conservatrice de la cellule familiale, puisque c'est le rôle de la mère quand même qui prime dans celle-ci, et il est dit par exemple que le fait que la mère lise des albums à son enfant revient à ce que les mots soient racontés au travers de sa voix. Donc il y a une appropriation aussi du texte qui devient non plus quelque chose qui a été écrit par un auteur, un étranger, mais quelque chose que la mère raconte. Et dans cette brochure, ils insistent sur le fait que un album doit être relu inlassablement jusqu'à ce que l'enfant l'apprenne par cœur finalement, et que c'est cet apprentissage-là qui lui permettra ensuite de mieux pouvoir lire par lui-même. Donc c'est une conception que je trouve intéressante, surtout moi qui m'intéresse à la musique, puisqu'il y a cette notion vraiment de la répétition et donc un intérêt quand même assez fort. J'ai beaucoup parlé de l'illustration, mais là, il s'agit du texte, c'est-à-dire que la prosodie du texte, les termes qui sont utilisés, le fait qu'il y ait beaucoup d'onomatopées, de répétitions, des sortes de rimes, c'est vrai que c'est très présent dans la collection Kodomo no Tomo. On va avoir un certain plaisir, effectivement, à pouvoir lire ces textes-là. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure cela a été respecté dans les traductions en français, mais en tout cas, on peut vraiment le constater dans les ouvrages, les albums de la collection en japonais. Pour lui, l'album, pour Matsui Tadashi, l'album permet vraiment de faire vivre une expérience commune, à la fois aux enfants et à sa mère ou à son père, et c'est un mode de communication entre les générations. Ça rejoint donc un petit peu finalement aussi l'idée de fidéliser le lecteur, puisque il y a une expérience commune qui est partagée et qui va se transmettre après. Donc ça a forcément un intérêt aussi commercial. Néanmoins, cette communication, ce mode de communication entre les parents et les enfants, c'est quelque chose qui, d'après lui, manque beaucoup dans les foyers japonais et qui serait la cause de beaucoup de troubles qui perturberaient les enfants. Donc c'est ce que l'on retrouve dans cette brochure. Je reviendrai quand même sur la question de la lecture individuelle, puisque pour moi il y avait quand même un certain nombre de contradictions dans le fait que, notamment la collection Kodomo no Tomo, elle est présentée comme une collection qui s'adresse à des enfants qui sont sur le point d'entrer à l'école. Donc malgré tout, il y a cet intérêt même des enfants, j'imagine, de vouloir lire par eux-mêmes. Et lorsqu'on regarde en réalité sur alors je ne sais pas si c'est le cas ici, mais sur le verso de la plupart des livres de Fukuinkan Shoten, on a deux mentions. Une mention pour la lecture par autrui, donc à partir de tel âge si c'est lu par autrui, et une mention de l'âge de lecture si c'est lu en autonomie, tout seul. Donc, je ne sais pas si ça se fait chez d'autres éditeurs, en tout cas je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si ça se fait en France, mais c'est vrai qu'on voit bien encore là l'intérêt de Fukuinkan Shoten à ce que on évite, en tout cas on repousse le plus tard possible la lecture de l'album par l'enfant tout seul. Pour terminer,
Je vais donc vous proposer de faire un retour rapide sur, cette fois-ci, les différents types d'albums que l'on retrouve dans la production récente. C'était en effet une de mes interrogations lorsque j'ai commencé à travailler sur cet éditeur, puisque avec mon référent scientifique, Monsieur Vidal-Naquet, je voulais voir un petit peu si on avait conservé la ligne éditoriale des premiers numéros jusqu'à aujourd'hui. Alors concernant les sujets, les thématiques qui sont traitées ou les personnages qui sont mis en scène, il n'y a pas grand-chose de vraiment remarquable. Néanmoins, si l'on observe donc le corpus récent, on constate que il y a une représentation malgré tout du folklore japonais, des contes traditionnels qui est toujours très présent, avec bien sûr une réadaptation, un renouvellement des différentes histoires, mais ça n'a pas disparu et ça a toujours été le cas. Donc c'est quand même une collection qui est très attaché à son patrimoine culturel. Mais il y a aussi des traductions, toujours, et de plus en plus des vieux contes d'origine étrangère. Donc je reviendrai un petit peu sur les traductions un peu plus tard. Ce que j'ai trouvé intéressant dans la production récente, ce sont les genres littéraires qui sont plutôt adressés à des adultes, normalement, comme le genre des otogizo-oshi, qui est un genre littéraire de l'époque de Muromachi, donc du XVe siècle, donc qui pourrait être assez austère, avec des contes qui traitent de drames humains intemporels, mais enfin franchement un peu trop ennuyeux pour des enfants, mais qui sont donc réadaptés ici, comme vous voyez, dans Yasai no Oni Taiji, où tous les protagonistes sont remplacés par des légumes, pour plaire aux enfants. Vous avez aussi un autre style d'histoire un petit peu humoristique, avec des textes très très courts et assez rythmés, qui vont être pris dans la production récente, comme Monoori Soshi par exemple, qui date de 2015. Alors, je vous ai mis quelques extraits ici, où on retrouve en fait dans l'illustration les codes malgré tout de l'illustration, donc justement des maquis par exemple. On retrouve les petits nuages qui bordent l'image, ou alors vraiment cette scène qui montre l'intérieur et l'extérieur. Vous avez le sens de lecture qui est à la verticale, mais voilà, ce sont des légumes, donc c'est rigolo et ça plaît aux enfants. Ça permet aussi aux adultes de réviser leurs classiques. La place donc qui est consacrée aux histoires, aux classiques de la littérature japonaise, elle est assez remarquable, je trouve, parce que c'est pas évident de faire apprécier ça, surtout aux tout petits âgés de 5 à 6 ans. Et par ce biais-là, c'est fait de manière très naturelle. Pardon. Lorsque l'on s'intéresse maintenant un petit peu plus à la question du lieu de l'action et au temps de l'action, bien entendu, il y a plus de la moitié des histoires qui se situent au Japon, mais vous voyez, il y a quand même une part assez importante qui se situe donc dans des pays étrangers. Il y a quand même une volonté de présenter les cultures étrangères, alors soit par des traductions, soit par des œuvres qui sont écrites par des Japonais, mais qui se placent dans un temps et dans un lieu autre. Ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau dans la collection. Déjà dans les premiers numéros, on avait on va dire entre un quart et un tiers, parfois selon les années, d'albums qui étaient traduits de l'étranger. Mais ce qui est remarquable dans la production récente, c'est que l'on voit de plus en plus, et ça peut nous paraître un peu paradoxal, mais de traductions de contes asiatiques. Comme je vous l'ai dit, au départ, au Japon, il y a eu un intérêt vraiment pour la littérature de jeunesse occidentale, enfin surtout anglo-saxonne en vérité, puis européenne, mais assez peu des pays asiatiques environnants. Il y avait beaucoup de légendes, bien entendu, et d'histoires venant de Chine, puisque ça faisait partie du patrimoine japonais en quelque sorte, vu que ça l'avait intégré il y a longtemps, mais pas en littérature de jeunesse. Ça restait plutôt des contes traditionnels japonais. Ou alors qui avaient perdu, même s'ils étaient d'origine chinoise, qui avaient perdu cette origine-là. Et donc depuis quelques années, on voit de plus en plus de vieux contes d'origine étrangère, coréens, taïwanais, chinois. Alors on a beaucoup l'Asie de l'Est, mais on a aussi de plus en plus l'Asie du Sud-Ouest, et puis un petit peu l'Amérique du Sud. Alors dans une moindre mesure le continent africain, ça reste quand même très marginal. Mais c'est quelque chose de vraiment marquant, je trouve, dans les albums de cette collection-là. Ces contes asiatiques, alors il y en a quand même un qui a été
très marquant et que vous connaissez aussi, hein, c'est Suho no Shiroyuma, le cheval blanc de Suho, donc lui qui est beaucoup plus ancien, il date de 1961. C'est un conte mongol et c'est vraiment considéré comme un chef-d'œuvre. Je me demande même si il ne fait pas partie des lectures obligatoires à l'école aujourd'hui au Japon. Toujours est-il que c'est un petit peu dans cette tradition-là, dans cette continuité-là qu'aujourd'hui on va retrouver beaucoup de contes divers et variés. Donc là je vous ai mis quelques exemples. Alors j'ai trouvé un conte bulgare aussi, mais des histoires écrites par des auteurs étrangers aussi, que Fukuinkan va parfois solliciter directement. Ou traduire lorsque les illustrations existent, les œuvres existent déjà dans le pays d'origine. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur la typologie des albums. Je vais en venir à la conclusion de cette conférence. Donc, Fukuinkan Shoten est un éditeur qui a, de manière générale, vraiment contribué au développement de la littérature de jeunesse japonaise, mais surtout de l'album, en ayant une attention particulière qui est portée à l'illustration, à la qualité artistique de ces illustrations, en allant aussi à l'encontre des standards du genre, donc en évitant un maximum de mettre des illustrations qui soient un petit peu trop stéréotypées, et cela a permis de renouveler un petit peu le genre de l'album, tout en le diffusant davantage. Le choix du format du livre et de l'orientation du texte a aussi été selon moi déterminante. Puisque à partir de ce moment-là, il y a vraiment des chefs-d'œuvre qui sont nés dans cette collection-là. La question de la lecture à voix haute des albums aussi est quelque chose qui est très important pour cet éditeur-là. Et cela permet donc, d'après lui, de renforcer les liens familiaux, mais aussi de permettre aussi de transmettre de génération en génération ces ouvrages qui sont vraiment devenus des classiques aujourd'hui. D'ailleurs, le catalogue de Fukuinkan Shoten conserve la majorité de ses titres, et puis comme je vous le disais, à l'occasion des 70 ans de l'éditeur, alors bon, il faut habiter au Japon bien sûr, mais les lecteurs japonais peuvent demander des rééditions des anciens numéros, y compris les premiers numéros, donc je trouve que c'est quand même une bonne initiative de la part de cet éditeur. Enfin, dans cette collection Kodomo no Tomo en particulier, on voit bien une diversité des cultures et des époques qui sont représentées, y compris lorsqu'il y a des classiques de littérature ou des classiques artistiques qui sont représentés et qui ont contribué à mon sens beaucoup au succès de cet éditeur auprès des enfants et des adultes. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette présentation. Je reste bien entendu à votre disposition pour compléter certaines choses sur lesquelles je suis passée un peu vite ou si vous avez des questions. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je m'excuse pour le petit rapidage. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.